Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'histoire du tennis. Un sujet vraiment passionnant. Nous avons voyagé de l'Orient qui ont inventé le mot raquette, l'art de jouer à la main. Après l'art de jouer à la balle des Grecs, on passe à l'art de jouer à la main, le jeu de main, tout part de là. Ça s'est développé jusqu'en Espagne. Et nous arrivons ensuite en France. Et le sujet vraiment que tout le monde adore, le jeu de paume. Et oui, nous y voici enfin les amis, c'est parti pour le jeu de paume. Et vous le savez tous, le jeu de paume, c'est le sport des rois. Mais pourquoi dit-on que c'est le sport des rois? Est-ce que les rois y ont vraiment joué? Ou est-ce que c'est une légende, ça aussi? Nous allons le voir tout de suite en vidéo. Juste avant, je vous rappelle, si ces vidéos vous intéressent, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime juste en dessous. Partagez la vidéo avec un ami, c'est important pour l'algorithme, pour m'aider à développer ces vidéos. Surtout sur le jeu de paume, ça peut intéresser tout le monde. Tout le monde veut savoir connaître l'ancêtre du tennis. Et puis pour moi, n'oublie pas de laisser un commentaire, c'est très important sur ce thème, sur ce sujet qui te passionne. C'est parti, je te laisse la vidéo et moi je te dis à demain. N'oubliez pas, allez jouer au tennis. Renseignez-vous un peu sur le jeu de paume, pratiquez le sport des rois, progressez et surtout, faites-vous plaisir. À demain. Le jeu de paume, le sport des rois. Pendant des siècles, le jeu de balle a voyagé. D'Égypte à la Grèce, d'Europe au monde arabe, puis de l'Espagne médiévale à l'Occident chrétien. Et c'est ici, au cœur du Moyen-Âge européen, que ce jeu ancien se transforme, qu'il devient un sport, qu'il devient un art, qu'il devient le jeu de paume, l'ancêtre direct du tennis. Mais avant de raconter son apogée, il faut revenir aux premières traces médiévales, celles qui surgissent au détour des récits chevaleresques. Les plus vieilles mentions du jeu apparaissent dans l'histoire de Lancelot et dans le Saint Graal, au début du XIVe siècle. Et déjà, on y retrouve l'élite fascinée. Louis le Hutin, en 1316, joue à la paume au bois de Vincennes. Le jeu entre dans l'histoire par la grande porte, accompagné des chevaliers, des rois et des récits sacrés. Pendant que Margot, célèbre joueuse parisienne, émerveille les foules en 1427, un destin plus sombre se joue ailleurs. Le duc Charles d'Orléans, capturé à Azincourt, est enfermé au château de Wingfield, dans le Norfolk. 20 ans de captivité, 20 ans d'ennui, de solitude et de pommes. C'est là, derrière les murailles, qu'il joue, qu'il rêve, qu'il écrit. Ces vers sont les premiers témoignages littéraires de la passion d'un prince pour ce jeu. Et ce n'est que le début, car bientôt, tous les rois, tous les princes, toute l'aristocratie européenne vont se consacrer à la paume. Louis XI, entre autres, en fait une véritable obsession. La paume envahit les villes du Moyen-Âge. Nous sommes entre le XIe et le XIIIe siècle. Partout en Europe, une fièvre nouvelle se propage. On joue dans les rues, dans les cours des auberges, sur les places, dans les cloîtres eux-mêmes. Les moines adorent ce jeu, les marchands aussi, les enfants, les soldats, les nobles, les artisans. La paume devient un phénomène social, un langage commun. La petite balle rebondit de classe en classe, de rue en palais. C'est un jeu populaire, bruyant, indiscipliné, mais irrésistible. L'apparition des premiers terrains, les fameux tripotes. Le désordre finit par s'organiser. On construit les premiers terrains couverts, les tripotes. Là, tout change. On invente les murs réglementés, les lignes, les zones de service, les rebonds permis ou interdits. Pour la première fois, un jeu de balle devient un sport avec des règles, un espace défini, une technique propre. Le joueur apprend à lire les angles, à dompter les murs, à jouer avec l'espace. Chaque échange devient une chorégraphie. Le grand tournant, de la main à l'instrument. Mais jouer à la main, ça fait mal. Très mal. Alors, on renforce la paume. On ajoute un gant, puis une extension, puis un bois. Et enfin, la raquette. L'instrument devient l'âme du jeu. Et à travers, elle renaît un vieux mot venu de loin. Le terme arabe « rahat » qui désignait jadis la paume renforcée. Un mot qui, en voyageant, deviendra « ratchet », puis « raquette ». C'est l'un des plus beaux ponts linguistiques de toute l'histoire du sport, un héritage de milliers d'années caché dans un seul mot. Le sport interdit, donc adoré. Mais plus le jeu se répand, plus il dérange. Et les interdictions commencent.
En 1265, dans son grand code juridique, la Siete Partidas, le roi Alphonse met en garde les membres du clergé. Interdiction formelle de jouer à la pelote, sous peine de 3 ans de suspension. La petite balle devient un objet suspect, presque maudit. Pourquoi l'interdire ? Le jeu était dangereux, surtout à cause des balles. Elles étaient si dures qu'en 1480, Louis XI dut intervenir. Une ordonnance précise que ces balles devaient être faites de cuir cousu et bourrées de poils de chien. On comprend vite pourquoi il valait mieux ne pas en prendre une en plein visage. Mais aussi parce que tout le monde y joue, parce que les rues en sont pleines, parce que le jeu trouble l'ordre, et surtout parce que le peuple joue torse nu, en simple chemise, ce qui scandalise l'Église. Mais interdire, c'est nourrir le désir. Toutes les couches de la société jouent à la balle. Et les nobles, eux ne s'en privent jamais. 16 ans après avoir condamné le jeu, Philippe le Bel achète le château de Nesle, où se trouve déjà un terrain de pommes. Interdire aux autres n'empêche jamais d'y jouer soi-même. Pendant la guerre de 100 ans, Charles V condamne de nouveau la pomme, l'accusant d'éloigner les jeunes du métier des armes. Mais en réalité, les dimanches sont remplis de parties endiablées, de paris, de rires, de matchs clandestins. On en retrouve la trace jusque dans la comptabilité de la cour. Et les femmes aussi s'y mettent. Margot, en 1427, devient une légende vivante, admirée dans tout Paris. Les interdictions n'ont qu'un effet, accroître encore la popularité du jeu. Le sport des rois. Et maintenant, le moment charnière, le grand thème. La pomme devient le sport des rois. Saint-Louis y joue, Philippe le Bel y joue, Charles V regarde, surveille. Mais ses successeurs y cèdent. Enfin, François Ier en fera presque une religion. Une vieille légende raconte que Louis X, le hutin, serait mort d'un simple coup de froid contracté après une partie de jeu de pommes. On dit qu'en sortant du terrain, encore ruisselant de sueur, il se serait refroidi trop brusquement, tombant malade, quelques jours plus tard. Même si les historiens discutent ce récit, il demeure l'un des rares rois de France dont la passion sportive aurait, selon la tradition, précipité la fin. On raconte que certains rois n'étaient pas seulement passionnés, mais redoutables. François Ier, par exemple, était considéré comme le plus robuste joueur de son temps, capable d'enchaîner les parties avec une endurance qui impressionnait toute la cour. Mais le plus grand joueur royal de l'histoire semble bien être Henri II, dont l'adresse et la finesse de jeu étaient célébrées dans toute l'Europe. On disait qu'il frappait comme un maître, avec une précision telle que même les professionnels peinaient à le suivre. D'autres souverains s'y essayaient aussi avec plus ou moins de grâce. Henri IV jouait avec un enthousiasme fou, parfois trop fou, au point d'agacer ses maîtres pommiers. Tandis que Louis XI, lui, misait plus que de raison, persuadé que le jeu de pommes révélait le véritable caractère des hommes. On construit des terrains privés, somptueux, lumineux. Le jeu devient une passion, un symbole, un langage aristocratique. On y joue pour briller, on y joue pour séduire, on y joue pour être vu, et parfois pour parier des fortunes. La pomme n'est plus seulement un jeu, c'est un spectacle, une culture, un art du geste. Ce qu'on admire, le beau geste, le coup juste, le mouvement élégant, la science des angles, la maîtrise du rythme. C'est là que naît l'idée moderne du tennis, un sport où la beauté du geste compte autant que la victoire. Et lorsque l'année 1789 fit vaciller l'ancien monde, c'est encore dans l'enceinte d'un jeu de pommes que se joua l'un des gestes fondateurs de la Révolution, le serment solennel par lequel les députés jurèrent de ne plus se séparer avant d'avoir donné une constitution à la France. Conclusion. Pendant 1000 ans, la balle a survécu aux empires, aux invasions, aux guerres, aux interdictions, aux morales religieuses, aux murs qui s'effondrent, aux royaumes qui disparaissent. Et pourtant, elle est toujours là, plus précise, plus technique, plus élégante que jamais. À la fin de ce chapitre, nous ne sommes plus très loin du tennis. La main est devenue raquette, le jeu sauvage est devenu sport, le jeu d'enfant est devenu art. Et l'Europe médiévale vient de créer le plus bel ancêtre de tous les sports de balle, le jeu de pommes. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais.
Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt!